Eh bien bonjour, je m'appelle toujours Gilles Rossary-Langlais et vous écoutez Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. À l'épreuve de la création. Podcast en 4 épisodes, aujourd'hui 2e épisode, à la recherche du sens perdu. Dans le précédent épisode, je vous ai dit combien le désir de créer est si fort qu'il se moque des conditions de nos vies et pour ma part, il ne m'a jamais lâché, quitté et même lorsque je ne pouvais ou ne savais poser des mots sur ce que je ressentais. Créer pour ne pas crever. Vous allez trouver cette expression grandiloquente. Pourtant, tous ceux dont le désir ne peut être rassasié que par l'acte de créer vous diront, eux aussi, que cette pulsion est si puissante que de ne pas la rendre réelle est une sorte d'explosion interne qui nous ravage. Et oui, c'est cela. Pour ne pas exploser intérieurement, nous extériorisons le blast, vous savez, cette onde de choc, et c'est ceci notre création, quel qu'en soit le support. Et tiens, si nous parlions justement du sujet du support créatif, on emploie aussi le mot médium. Il n'y a là aucune accaparation ou imitation du monde de la voyance. Sa traduction en langage commun est multiple, tant ce mot est utilisé dans des domaines d'expertise différents. Il est devenu, avec le temps, un mot valise qui qualifie un objet ou une pratique qui sert de support, d'intermédiaire à quelque chose. Exemple. Pour un violoncelliste ou un violoniste, ce sera par exemple son violon. Tiens, pour le peintre, son pinceau. Pour l'écrivain, son stylo ou son clavier. Et pour le comédien, son propre corps, etc. Or, dire ceci est partiellement faux. Pourquoi ? En fait, par exemple, dire qu'un violoniste a pour médium son violon, c'est minimiser, simplifier à l'extrême et même réduire ce qu'est un violoniste. Il est avant tout un musicien. C'est donc la musique son médium, mais pas seulement. C'est aussi son corps qui lui permet de jouer de son instrument et donc l'entraînement. La pratique sont aussi un médium pour lui. Mais ce serait oublier qu'un compositeur est aussi le médium du musicien et donc la partition le devient. Apprendre à lire des partitions que l'on nomme le solfège est lui aussi le médium de notre violoniste. Pris pour exemple. Mais il ne faut pas oublier le travail d'histoire sur le compositeur, afin de comprendre ce qu'il a voulu dire dans son œuvre, cheminement que l'on appelle l'intention, et qui se nommeront par exemple des didascalies quand on est aussi avec une jonction théâtrale comme les livrets pour les opéras. Ce terme s'utilisant beaucoup au théâtre et autres pratiques sur scène. Et on ne doit pas oublier le vécu, les émotions du musicien qu'il exprimera dans son interprétation. Cet exemple, pour le violoniste, est valable pour tout domaine artistique. Est-ce le pinceau, la peinture et la toile qui font uniquement un tableau ? De même, est-ce uniquement un stylo et la feuille de papier qui créent un récit ? La création s'ancre en nous et il faut une myriade de médiums pour l'exprimer et en faire une œuvre. Je pourrais citer l'exemple du chant. Après tout, il est la plus simple, la plus directe expression artistique.
Pourtant, sans partition que nous suivrons, nous ne chanterons pas, nous crierons. Sans technique vocale, nous beuglerons, ferons fausses notes et déraillements de la voix. Sans intention dans la chanson, nous annoncerons un truc insipide. Vous voyez, même avec cet instrument aussi intime qu'est la voix, l'expression artistique ne peut s'appuyer uniquement sur nos cordes vocales. Je veux dire, quelque chose qui me semble, mais alors totalement primordial, d'exprimer ici. Oui, l'art a besoin d'un apprentissage, mais se considérer comme nul ou indigne, ou même sans possibilité d'embrasser ce chemin parce qu'on n'a pas fait les beaux-arts ou les conservatoires et autres institutions est aussi bête que les tenants des savoirs institutionnels et qui se placent en sachants, toisant les autodidactes et autres arpenteurs de cours du soir ou associatifs et leur ferment les portes souvent en les humiliant. Car apprendre, c'est vivre, et vivre, eh bien c'est apprendre. Et j'ai vu beaucoup de ces gardiens du temple être si secs, si vides intérieurement, qui, elles, n'ont plus rien à offrir dans leur pratique. Ils deviennent des automates et on ne peut plus faire la différence entre eux et des créations de robots ou de IA. Oui, il faut apprendre, et bien plus qu'une technique. Par exemple, pour peindre, il faut comprendre, il faut apprendre et apprendre à chercher. La culture, que se fait un artiste, devient l'humus, la terre fertile où poussent ses œuvres. Car comprendre le monde, c'est aussi le traduire. Et même, si vous le comprenez mal, ce n'est pas un problème. Si, croire que, par exemple, la terre serait plate, même si c'est faux, ne vous empêchera pas d'exprimer quelque chose dans votre œuvre. C'est même le contraire. Et c'est même tout le contraire. Car l'artiste a sa vision du monde, des gens, de la réalité, et c'est ce qu'il projette dans ses créations. S'il comprend avant les autres, on dira qu'il ou elle est un visionnaire. Si elle traduit des fantasmes sur la réalité, on dira qu'il ou elle exprime son onirisme, ou qu'il ou elle a une vision décalée, etc. Vous voyez, l'utilisation de médiums servent à véhiculer ce que l'artiste ressent, voit, comprend. La technique, afin d'utiliser au mieux l'outil, est donc importante, mais pas fondamentale. Sinon, c'est de l'artisanat. Ce qu'il est, beaucoup plus, va être ce qui traverse l'artiste. C'est ça, l'art. Et c'est cela qui va rendre une œuvre ou une interprétation unique. Le plus frappant est dans l'écriture. Il est reconnu que depuis que l'humain raconte des histoires, que cela va soit à l'oracle ou par écrit, depuis tout a été dit. De l'amour à la guerre, de la haine à la transcendance, de l'épopée au voyage intérieur, depuis que l'homme est homme, tout a déjà été raconté. Alors pourquoi encore écrire ? Pourquoi les deux mêmes histoires vont différer dans deux livres ? L'angle et le style, cette valeur ajoutée qui va apporter une autrice par rapport à une autre, son vécu, son parcours, ses failles, ses forces, et bien plus. Tout cela va imprégner l'ouvrage et rendra ainsi deux mêmes histoires totalement distinctes, sans compter le style qui va imprégner chaque page, chaque phrase, chaque mot. Et comme l'archer va tirer une note du violon avec une couleur totalement différente selon le musicien qui le manipulera,
Ce que vous venez chercher dans l'art, c'est l'humanité de l'artiste. Que ses œuvres vous portent ou vous agressent. C'est bien un dialogue qui se met ici en marche. Car même absent, l'artiste vous parle d'un monde, de son monde. Et la tête posée sur son épaule, vous vivez au travers de ses vibrations. C'est cela la magie de l'art. Même si vous êtes devant des œuvres que l'on pourrait qualifier comme dérangeantes, vous êtes là aussi en dialogue avec l'artiste, puisque l'œuvre converse avec vous. Et l'œuvre, c'est elle ou lui. D'ailleurs, cette saison de mon podcast en est le parfait exemple. Que nous plongions dans des livres académiques, de sociologie, de philosophie, de psychologie, d'exégèse, de tel ou tel auteur, tout a déjà été dit sur l'écriture et sur la pulsion et l'acte de création, certainement bien mieux que je ne le fais ici. Et mon contenu ne parlera pas à certaines, et certains d'autres vont alors vous dire alors que si, c'est éclairant pour eux. Cela leur parlera. C'est cela l'alchimie, si particulière de la création. Tisser des ponts, des passerelles et même un simple cordage, juste bon pour une tyrolienne. Mais si le lien se crée, alors bien que des siècles peuvent parfois séparer l'artiste de ceux découvrant son œuvre, elle touchera, bouleversera, transformera, mettra en rage, en paix avec soi ou d'autres communautés, ou très simplement distraira, et c'est déjà énorme, lorsque par exemple ce sentiment naît, comme cela a pu l'être, dans les champs de coton, les réserves d'indigènes, des camps de concentration ou sous les bombes. Alors pourquoi l'attaque du ténor, quand il est rempli d'une puissante désespérance, dans le Tuba Mirum du Requiem de Mozart, me retourne-t-il le bide? Pourquoi, lorsque du haut de mes 10 ans, un trou noir s'est ouvert dans mes entrailles dès son attaque, et pour ne plus jamais se refermer? J'aime les temps gris, les lumières donnant ces transparences opalines à un monde qui me désespère trop souvent. J'aime la fraîche pénombre, ou la vulgarité d'une lumière solaire trop crue, trop dure, trop intrusive, ne vient pas m'agresser. Mon entourage a toujours pensé que ma mélancolie venait de mon vécu, ce qui n'est pas faux. Mais c'est avec le Requiem de Mozart que cette réalité est devenue concrète pour moi. Avant Mylène Farmer, avant les Pet Shop Boys, avant Ryuichi Sakamoto, avant David Bowie, avant Zazie, avant Max Rabe, avant William Scheller et tous ceux que je ne peux citer ici tant la liste est longue, avant eux, il y a eu ce Tuba Mirum. Pourquoi un gosse de 10 ans comprit, grâce à lui, quelque chose dans son existence qui ne jamais se démentira? Je pense profondément que la phrase facile « c'est une œuvre universelle » est de la pure connerie. Je pense qu'une œuvre va nous toucher car elle va nous parler intimement, qu'elle va faire résonner quelque chose qui a à voir avec notre rapport à nous-mêmes. Si cela touche aussi des thèmes, des pans universels, historiques, progressistes ou que sais-je, c'est juste, je pense, un heureux hasard. Un truc en plus, quoi. Oui, l'œuvre nous parle d'abord, et c'est ensuite que l'effet de groupe peut se manifester, ou pas. L'enfant que j'étais perdu en banlieue de province, loin des grands drames qu'ont connus les gens racisés, les juifs, les protestants, les femmes, etc. J'étais un petit blanc propre sur lui. Pourtant, cette plainte montante de la voix du ténor me montrait que je n'étais pas comme la majorité
et que le chemin singulier que j'allais emprunter était obligatoire, ou alors je ne devais plus être. À 12 ans, je ferai une tentative de suicide qui sera cachée à mes parents par des personnes dont je tairai ici le nom, mais à qui je dois la vie. Ils me sauveront et étrangement, le Touba Miroum aussi. Comme une obsession, j'irai assister à plus d'une vingtaine de fois à des représentations du Requiem de Mozart, et cela partout en France, gardant en moi une attente si puissante, douloureuse et libératrice de l'attaque du ténor dans le Touba Miroum. Grâce à cette œuvre, j'ai su qui j'étais, ce que je ne saurais jamais, et d'accepter cela. Enfant du chaos et de la morgue, j'ai su très tôt que je voulais créer. Mais l'art n'était pas célébré dans ma famille sans miséricorde. Encore un jour sans concorde, où l'humiliation était reine, où la vague immense de la peine se brise et me pousse vers la corde. Créer mais sans enfant, pas de double de moi, de toi, de nous, de lui. Créer, laisser ici une trace dont je me fous, mais qui vous dit j'ai vécu sur cette terre un temps. La coupe remplie de fruits s'est brisée pour m'apporter la force et l'aller rare mélopée, celle des dieux fracassant votre ennui. Je sais, je ne suis pas un bon fils, celui qui se voûte avant que vous ne criez. Pourtant grâce à l'art je peux vous oublier, car vos chemins m'emmènent tous au précipice. Créer mais sans enfant, pas de double de moi, de toi, de nous, de lui. Créer, laisser ici une trace dont je me fous, mais qui vous dit j'ai vécu sur cette terre un temps. Pas de double de moi, de toi, de nous, de lui. Créer et laisser ici une trace dont je me fous, mais qui vous dit j'ai vécu sur cette terre un temps. Vouloir vos yeux pour pleurer et votre bouche pour embrasser. Vouloir vos doigts qui sans doute vont m'emporter loin du passé.
Vouloir pour ne pas crever, vouloir ne pas vous ressembler. Créer mais sans enfant. Créer vite ici. J'ai vécu sur cette terre un temps. J'ai vécu sur cette terre pourtant. J'ai vécu sur cette terre pourtant. Vous venez d'écouter À la recherche. L'art ne sert pas à dépeindre la réalité. C'est ce que pensent les gens qui ne veulent pas être confrontés à des œuvres, mais à du décoratif. Pourtant, même une simple photo de famille peut dire bien plus que son apparence première. L'art est la meilleure façon de découvrir, comprendre, accepter, refuter, dépasser, reculer, avancer. L'art est la pierre philosophale, la seule et l'unique. Telle cette pierre qui transmute dans la légende le plomb en or, confrontés à l'art, nous ne sommes jamais les mêmes à l'entrée, par l'exemple d'une exposition et à sa sortie. Et ce fait merveilleux, nous pouvons tous le vivre partout dans le monde. 180 ans séparent la mort de Mozart et ma naissance. Rien que ça. Je vous laisse imaginer les incroyables différences scientifiques, technologiques, sociétales entre son monde et le mien. Et ce n'est pas moins de 190 ans entre sa mort précoce et mon épiphanie. Lorsque j'écouta pour la première fois son requiem, rien non rien ne nous liait de près ou de loin. Et pourtant, ce petit miracle arriva. Ce lien si intime avec son œuvre que je viens de vous expliquer, personne jusqu'à aujourd'hui ne le connaissait. Ni mes intimes, ni mes amis, mes ennemis, mes soutiens, mes détracteurs, non, vraiment aucune et aucun d'entre eux ne possédait cette information. Alors pourquoi le dire et pourquoi ici, dans cet épisode d'un de mes podcasts? À vrai dire, objectivement, je n'ai pas de réponse affirmative, plutôt un ressenti et un besoin. J'imagine que de vous parler de tout ceci brasse en moi des émotions qui m'apparaissent impossibles à taire maintenant. Et puis je veux que ces podcasts soient des moments de réflexion pour nous. Vouloir parler de la création et vouloir apporter un témoignage afin de délivrer cet heureux message que qui que vous soyez, où, comment, pourquoi, quand, ne vous rabaissez pas, ne vous limitez pas, ne vous castrez pas, créez, laissez s'écouler les torrents. De même, oui, il est bon de se laisser toucher, pénétrer, remuer par une ou plusieurs œuvres artistiques. Quel que soit le support, non, il n'y a pas de sous-support. L'intégrer voudrait dire quoi? Que si quelque chose vous fait vibrer, alors que des sachants les définissent comme des arts mineurs, votre ressenti, votre émotion serait mineure? Foutaise! Oui, on peut considérer certaines pratiques comme plus incroyables par le travail ou la technicité demandée. Mais cet incroyable ne rabaisse pas le reste. La chapelle Sixtine ne donne pas le là de la peinture. Sinon, on retombe encore et toujours dans l'opposition de l'être et de l'avoir.
En ce qui me concerne, j'ai chialé dans des montées sur des morceaux de techno en boîte de nuit. Je me suis fait chier dans des expos. Je me suis éclaté dans des musées, emmerdé devant des films que tout le monde adorait. J'ai vibré dans des stades et arrêté de lire des livres vides de tout. Je me suis ému au théâtre, à l'opéra, au cinéma, devant une série, dans la rue, devant un acteur de rue, et même dans une exposition, en lisant un livre, et j'en passe. Ce n'est pas aux autres de vous dire quoi aimer. En revanche, oui, il est important d'aller voir, écouter, assister à des choses différentes de vos goûts habituels, car on découvre tous les jours de nouveaux plaisirs. Comprenez que lorsque vous vous laissez emmener, par exemple, à une exposition qui de prime abord ne vous fait pas envie, vous ne faites pas une fleur à la personne qui vous accompagne. Mais bien sûr que non. La fleur, vous vous la faites bien à vous. Car si vous vivez un moment de révélation devant une œuvre, c'est à vous, rien qu'à vous, que vous faites du bien. Si vous êtes choqué et que cela entraîne des réflexions en vous, c'est à vous que vous faites du bien, que vous avancez. Créer, découvrir, ressentir sont des actions qui nous font du bien, qui nous font progresser. Il faut découvrir pour exister, sinon nous plongeons dans un univers stérile qui nous fait passer d'êtres humains à des marionnettes dirigées par nos passions tristes. Ne pas avoir d'appétence ou de besoin, ni même de désir de créer artistiquement, ne fait pas de vous un être terne, voire vide. Pour être totalement franc, je pense qu'une partie de moi vous envie. Car voyez-vous, très souvent, ce genre de création vient d'une blessure, d'une douleur intime. Bon nombre d'artistes deviendraient fous et folles au point d'être internés si l'art ne leur servait pas à exprimer, voire à expulser de soi ce qui les ronge, les hante. Créer est très souvent un acte qui nous dépasse, mais nécessaire. Si je n'utilise ici comme exemple moi, si je peux faire un distinguo simple et clair dans l'acte d'écrire. Premièrement, et on va immédiatement régler un point, non, tout le monde ne sait pas écrire. Il y a un amalgame entre l'acte fait par automatisme et celui conscient. Sans être désagréable, tout le monde, oui, sait rédiger une liste de courses. Ça, c'est l'automatisme. Vous écrivez en pilotage automatique. Vous voulez des endives, vous inscrivez le mot endive. Comme vous avez appris à le faire à l'école. Or, une écrivaine et un écrivain vont utiliser ces mêmes mots pour refaçonner une réalité, si bien que lorsque vous lisez un de leurs écrits, vous les verrez les endives. Et vous ne lirez plus une liste, mais bien un acte en train de se faire, car l'art des écrivains est le même que celui des bardes, des conteurs, des griots. En somme, pour vous, le mot endive dans une liste de courses, c'est fonctionnel, alors que pour une autrice ou un auteur, les mots sont devenus des véhicules, des symboles qui servent à emmener le lecteur sur un chemin que sera sa narration. Je fais ce point car combien ai-je entendu dans des salons et des fêtes du livre des badauds se planter devant un auteur assis derrière une rangée de ses œuvres et ces mêmes visiteurs lancer au premier degré « moi aussi, je sais écrire » et les auteurs ne pouvant répondre pour ne pas partir dans une esclandre vont se taire. Non. Savoir écrire une liste de courses ou même un cours ou même un article dans un journal, ce n'est pas faire de la littérature.
L'autre point qui est souvent exprimé par les auteurs et autrices, c'est la difficulté, la douleur d'écrire. Et à mon niveau de minuscule, je peux confirmer cela. Je peux d'autant le faire que j'ai pu comparer cette douleur au bonheur d'écrire mes podcasts. En effet, cela ne mobilise absolument pas les mêmes affects, les mêmes constructions intellectuelles. Le podcast est un bonheur, car si je peux parler de moi, c'est avant tout autour d'un sujet que je vais aborder par des prismes souvent très extérieurs à moi. Si les thèmes m'intéressent, m'interpellent, ils sont la plupart du temps des questions, des domaines qui m'intriguent, m'interrogent ou touchent des gens autour de moi. Alors que lorsque j'ai terminé, par exemple, mon premier manuscrit que je désire faire éditer, là j'étais totalement essoré. J'y parle de sujets qui me traversent, telle la lame d'une épée. J'y mets mon âme, mes entrailles, afin d'expulser un poison qui me ronge, ou pour comprendre, moi et les autres, comprendre ce qui se joue et qui me dépasse. C'est aussi douloureux parce que je parle de sujets, d'événements qui m'ont blessé et d'autres qui le font encore. L'écriture, c'est rendre l'intime tangible par les mots que l'on couche sur la page, et cette discipline n'est jamais sans souffrance. Il en va ainsi de la création. Étrange paradoxe, on en souffre et pourtant nous crevons de ne pouvoir l'exprimer par le médium de notre choix. J'ai conscience que tout ceci fait partie des interrogations, si ce n'est suspicion, voire peur que cet univers engendre. Mais ce qu'il faut retenir est que si créer s'apparente très souvent à une douleur intime, empêcher une artiste ou un artiste de créer est bien pire pour elle ou lui. Mais alors, comment comprendre la multitude de voies que veut emprunter un artiste, qu'il peut emprunter, et qui engendre des parcours très différents, en chronologie, en épanouissement, en réussite matérielle, et j'en oublie. C'est ce que nous allons aborder la semaine prochaine dans le 3e épisode de ce podcast sur la création artistique. Il s'intitulera « L'enfer, c'est moi ». Je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous venez d'écouter À la recherche du sens perdu. 2e épisode de À l'épreuve de la création. Podcast en 4 parties. Monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Tous mes remerciements à vous qui êtes toujours de plus en plus nombreux à écouter ces podcasts. N'oubliez pas de les liker, noter, partager, d'en parler autour de vous. Merci au photographe Laurent de Oliveira pour ma photo originale. Photomontage grâce au logiciel Nanobanana et Imagen. Vidéo et présentation des épisodes réalisés grâce au logiciel VO3, Agen et Canva. Musique du générique composée et interprétée par Endong. Interludes musicaux, texte de Gilles Rossary-Langlais, composition Gilles Rossary-Langlais, le logiciel Suno, interprétation faite par le logiciel Suno. Écriture et lecture du podcast Gilles Rossary-Langlais. Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion.